Bonjour Nina. Bonjour. Bienvenue. Comment tu vas ? Merci. Ça va très bien, ça va très bien. Je suis assez émue. Si je me mets à pleurer, voilà. Non, ne pleure pas, je vais pleurer avec toi. Non mais je vais pas pleurer tout de suite, mais il y a des moments, voilà. Difficile. Un petit peu. Je te remercie d'être venue pour témoigner de façon anonyme. Je sais l'énergie que ça demande déjà de parler de ce type de sujet parce que c'est pas évident. Donc merci beaucoup. Et du coup, tu nous viens d'où ? Tu vis dans quelle ville là actuellement ? Dans quelle ville ? Là en ce moment, je suis dans les Yvelines, moi. D'accord. Donc je vis dans le 78. Dans le 78. Voilà. Et du coup, de quelles horizons, quelle origine tu es Les origines. Ouais. C'est important parce que je me rends compte, au tout début, je pensais pas. Ouais. Moi, je me suis dit, peu importe de quel horizon on vient, une femme est une femme et ça n'a pas forcément d'influence sur la fertilité. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de mon parcours, je me suis rendu compte que j'avais des problématiques qui se posaient que mes amis n'avaient pas. Donc je me suis dit, mais pourquoi ? Et parce que je suis une femme noire, d'une culture comorienne, et du coup, il y a des us et coutumes qui existent. Et c'est compliqué en fait de lier ça ouais. à l'infertilité. Donc toi tu es d'origine Moi je suis tunisienne, algérienne, oui. Guyanaise. De la mère, du voilà. père. Donc du coup ma maman elle est tunisienne, algérienne, ouais. Et mon papa est guyanais. Ok. Voilà. Ok, donc déjà t'as grandi dans un mix de culture, on va dire. C'est ça, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. J'ai vécu avec mes parents en Guyane. Ok. Donc c'est pas du tout la même culture que la culture bien sûr, ouais. musulmane, on va dire, parce que du coup c'est des musulmans, hein, les Tunisiens, les Algériens, tout à fait. La plupart, pas tous, mais ouais. Ce sont des musulmans. Donc en fait après je suis venue en France et j'ai découvert mon autre culture, donc la culture tunisienne, algérienne, etc. D'accord. Donc, la culture qui est beaucoup plus pudique. Oui. Parce que finalement la Guyane, il n'y a pas beaucoup de pudeur, on n'est pas aussi pudique en tout cas que... oui, déjà c'est un pays qui est très... c'est des îles, et puis du coup les gens sont un peu plus dénudés, voilà. Ils vivent beaucoup dehors, enfin ils sont très... C'est ça, c'est à côté du Brésil, donc c'est... Voilà, si tu veux, c'est un peu le même... un peu le même concept, pas la même culture, mais le même concept quoi. C'est pas... C'est des chrétiens, des catholiques, après il y a un peu de tout, mais les musulmans c'est une minorité là-bas. Ok. Et du coup t'es arrivée en France quand ? J'avais 17 ans. 17 ans. Et aujourd'hui, tu en as 33. 33. 33 ans, ouais. Ouais, moi j'ai 30 ans. Et je suis née en France. J'ai pas du tout été élevée aux Comores. J'y suis allée peut-être à 2 ou 3 reprises quand j'étais enfant. À l'adolescence aussi, mais c'est tout quoi. Après, j'ai grandi au sein d'une communauté comorienne en France qui est très 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 puissante, très présente. Très influente. Donc voilà. J'ai une question. Donc du coup, tu es née dans ce melting pot de culture. Et aujourd'hui, ton conjoint, ton mari, il est de quelle origine ? Il est français-martiniquais. Français-martiniquais. Et vous arrivez à vous retrouver en fait dans les doubles cultures, enfin les triples ou quadruples cultures que vous avez ? Oui, ça va, la Martinique et la Guyane, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc c'est à peu près la même culture. Okay. Donc il y a des choses qui diffèrent, mais on arrive quand même à se retrouver dans ça. Parce que de toute façon, j'ai pas été élevée à la tunisienne ou à l'algérienne. 100%. Oui, en fait, tu étais tout le temps entre les deux ou les trois. Quand on est métisse, on a la chance d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Oui. Parce qu'en fait, on est, je pense, peut-être plus tolérant envers certaines cultures ou certaines religions qu'on comprend. Oui. Tandis que quand on ne les comprend pas, on est peut-être un petit peu moins tolérant. Ouais. Et aujourd'hui, dans ce parcours pour avoir un enfant, ça a commencé quand ? Ça fait combien de temps déjà que tu es en couple avec... Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ça fait 7 ans. Et après, on s'était pas posé la question, parce que quand tu commences à être en couple avec quelqu'un, tu te dis pas tout de suite, ah oui, je veux des enfants. Ouais, tu dis déjà ça va arriver. Quoi. Hop, on part en vacances, on sort, on profite de la vie, on va en soirée. Voilà, on profite l'un de l'autre, on construit quelque chose, et après, on verra. Et puis après, quand ça commence à s'installer, on se dit, alors, c'est peut-être le moment, et puis après, on réfléchit à pourquoi ça vient pas, malgré le fait que à la base on était insouciants,
clairement, hein, qu'on se demandait pas si on allait avoir des enfants, quand on allait avoir des enfants. Quand la question a commencé à se poser. Naïvement, je me suis dit, ça va me tomber dessus. Mais tout le monde se dit ça. Non, mais ça va arriver. Oh my god, tu sais, comme dans les films. Bah là, t'es dans les toilettes, oh purée, j'ai un retard de règles et tout. Comme dans les films, ouais. Ouais, oh la drama queen. Grave. Je me suis dit que ça allait arriver comme ça. Ouais, mais moi, c'est pareil. Alors, c'est du drama, mais c'est pas la même. Dans le sens. Exactement. Ok. Du coup, on se pose pas la question. Et on se pose. Moi, je me pose plus ou moins la question, mais je suis un peu dans le déni parce que je me dis, ouais, de toute façon, je veux pas d'enfant. Ouais. Tout de suite, là, je veux pas d'enfant. Je suis pas prête à cet instant T. Exactement. On est en 2014, j'ai pas forcément envie d'avoir un enfant maintenant, quoi. C'est ça. Donc, on se parle, on se dit. On en parle un petit peu une fois ou deux, mais voilà, vaguement, lui il me dit oui, moi j'aimerais bien avoir des enfants, moi je lui dis j'en veux pas, voilà quoi, donc... Oui, puis on est aussi poussé à s'accomplir professionnellement, à se découvrir aussi sur ces points-là. C'est ça, puis moi j'étais en école, je voulais pas forcément... Voilà, j'avais pas encore trouvé de travail, je voulais une certaine stabilité, alors oui, on avait un appartement... mais t'avais un endroit où dormir, quoi. Ouais, voilà. Mais c'était pas non plus. Mais quand t'habites chez tes parents, tu vas pas te dire que tu vas faire une PMA. Pas du tout. Tu te dis. D'ailleurs, c'est quoi Pardon, mais voilà. Moi je savais même pas que ça existait. Voilà, tu vas pas. Enfin, prends-toi en charge déjà pour commencer. C'est ça. Donc là, oui, on a un appart. Bon, lui, il a son permis, moi je l'ai pas. Je suis dans les études. J'étais pas en train de me dire, hop, moi ça me serait tombé dessus. Avec du recul, j'aurais été contente malgré tout. Parce que voilà, là ça fait quand même 5 ans qu'on y est. Mais sur le coup, je me disais pas. Je me serais pas dit ça. Hein. Je me serais dit, comment je vais faire? J'ai mon permis, j'habite au 3e étage, j'ai pas d'ascenseur. Ou au 4e ou au 5e étage. Comment je vais faire? Il n'y a pas d'ascenseur en fait. Ouais. Pas de voiture. T'imagines les soucis qu'on avait dans la tête aujourd'hui, mais... Alors que c'est faisable, hein. Mais moi, je voulais pas. Je te jure, même en montant, en faisant des squats, on le fait, le gamin, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est pas grave, on est au 4e étage. Non, mais moi, mon souci, c'était de me dire, oh là là, faut pas que je prenne du poids. Là, quand je serai enceinte, mais je vais aller à la salle de sport et tout. Hop, je sais quel exercice je vais faire. Là, je commence à faire des exercices qui tirent pas trop sur le ventre. Je teste à la salle, comme ça, quand je suis enceinte, bam, je vais le faire. J'irai faire ci. En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout. En train de calculer tes cycles. On calcule les cycles. Et au départ, on se dit, ah tiens, attends, je vais pas faire la FIV tout de suite, parce que si je la fais tout de suite, ça veut dire que je vais accoucher en août. Si j'accouche en août, en fait, les vacances, c'est foutu. Donc en fait, il faudrait que je décale. Et en fait, on décale, on vit par rapport à la PMA, on vit par rapport à la FIV, on vit par rapport au transfert. On se dit, non, là, en fait, il faut que je sois calme. Donc en fait, là, il faut peut-être que je travaille pas trop. Donc en fait, on fait son planning en fonction. Oui, puis on s'auto-culpabilise énormément. Purée, cette semaine, j'ai fait trop de trucs, j'ai fait ça, ça va pas le faire. Ou cette année, j'ai un projet pro, ou j'ai un projet sportif aussi à faire. J'aimerais me remettre à la salle, j'aimerais faire une compétition et tout. Je peux pas, parce que sinon, ça va trop solliciter mon corps et puis ça va pas me faciliter dans mon projet et tout. Non, ou j'aimerais avoir un autre projet professionnel, par exemple. On respire. Voilà. Oui, non, mais clairement. En fait, on le fait pas. Et au final, on le fait pas, mais... Je me dis, j'aurais dû le faire et j'aurais dû faire les choses et tant pis. Parce que finalement, j'ai perdu 5 ans. Parce qu'en 5 ans, tu recales, tu décales. D'ailleurs, tu t'es dit à quel moment, vas-y, c'est bon, il faut que je me fasse aider par les médecins? Déjà, là, je le savais déjà, mais je pense que je faisais un déni de tout ça, en fait. Je me disais, en fait, c'est-à-dire qu'on m'a pas beaucoup préparée. Faut savoir que j'ai fait une fausse couche tardive, j'avais à l'âge de 23 ans. 23 ans. C'était une grossesse naturelle. C'était une grossesse naturelle, ça m'est tombé dessus, comme dans les films. Oui, oh là là. Donc du coup, c'était... moi, à ce moment-là, ça allait pas du tout avec mon ex-conjoint, mais vraiment pas. Donc je suis tombée enceinte et j'étais en mode... What the fuck? Ouais, bah oui. Là, non, en fait, c'est pas possible. C'est pas non. J'ai regardé le test, j'ai dit non, et non. Parce que là, c'était un moment de ma vie où je me suis dit, c'est mort, quoi. Puis 23 ans... après, en soi, j'aurais pu être prête, mais c'est pas facile non plus, quoi. J'étais prête, j'étais avec lui depuis déjà 6 ans, 5 ans, peut-être 5 ans, je me rappelle plus, ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble, donc on se connaissait bien, voilà, donc en soi, une fois qu'on est mariés, c'est la suite logique d'avoir des enfants. Bien sûr, et lui, il n'avait pas du tout les mêmes origines que moi, il est d'origine africaine, donc chez eux, chez les Africains,
clairement, c'est tu te maries, t'as un enfant. Et quand t'as pas d'enfant, c'est comment ça se fait que t'en as pas, quoi. J'ai mal à la gorge. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et en plus, il vient d'une famille nombreuse. Donc, ils sont quand même 11 frères et sœurs. Oui. Même si c'est de la famille, voilà, même s'il y a de la polygamie dedans, on s'en fout. Oui, ils sont quand même 11 frères et sœurs, en fait. Et toi, sûr. t'es là et t'en as 0. Et tu vois ses sœurs. 1, 2, 3. Ouais, toi, t'en as 0. Ça s'enchaîne. Ouais. T'as pas eu, pendant tout ce temps, j'ai pas eu de grossesse. Bon, voilà, au départ, bah, évidemment, hein, quand t'as mal au ventre, on te dit, bah, prenez la pilule. C'est bien aussi pour le mal de ventre quand on a ses règles. Donc, en fait, pilule. On arrête la pilule. On se dit, bon, bah, voilà, ça me fait il faut laisser un temps. Enfin, c'est voilà. ce qu'ils disent. Mais j'ai pris, comment ça s'appelle, l'implant contraceptif. Une catastrophe. C'est quoi, le stérilet? Non, en fait, c'est un implant contraceptif que tu mets dans le bras. Ah oui, ok. Donc, du coup, voilà. Et après, quand j'étais prête, ma gynéco, elle n'a pas voulu, elle n'était pas pour m'enlever le... Non, elle estimait que j'étais jeune et que voilà. Donc j'ai dû aller voir un autre gynéco qui a bien voulu me l'enlever. Donc après, d'accord, ça a été enlevé et tout ça, bon bah, on va pas se mentir, je suis tombée rapidement enceinte. Ça a dû prendre quoi, 1 an je suis tombée enceinte. D'ailleurs, je savais même pas que j'étais enceinte. Donc c'était parce que voilà, il y avait des humeurs qui changeaient du jour au lendemain. Bien sûr. Enfin voilà. Donc après, une fois que j'étais enceinte, bah oui, t'es contente. Tu sais pas ce qui t'attend, mais t'es contente. Oui, tu dis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est quelque chose que j'ai désiré. Donc, et tu as fait donc 2 grossesses? Donc j'ai fait une grossesse. Oui. Oui, 2. Une grossesse où du coup, bah, c'était une grossesse gémellaire. Ok. Voilà, parce qu'il y a des jumeaux dans ma famille et dans celle de mon ex. Donc du coup, bah, voilà, c'était une grossesse gémellaire. Hein. Ouais. Et finalement, ça s'est pas bien passé. Donc déjà, j'ai eu un suivi... qui n'était pas terrible, donc j'étais mal suivie par ma gynéco, et je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites et qui n'ont pas été suivies, et de toute façon, c'est encore maintenant, hein. On est en 2013, ça c'était en 2013, on est en 2023, donc ça fait 10 ans. Ouais. Il y a encore des choses qui sont à revoir vis-à-vis de et du ta coup, prise en charge gynécologique. Cette grossesse gémellaire, elle n'a pas abouti. Alors, elle n'a pas abouti, c'est-à-dire que j'ai perdu les os à 5 mois de grossesse. Ah oui. Et après, tout s'est enchaîné. J'ai perdu les os, la poche s'est rompue, pardon. À la suite de ça, j'ai pas très bien compris ce qui s'était passé. Puisque en soi, moi j'avais un risque, en fait, c'était d'avoir un syndrome qui s'appelle le syndrome du transfuseur transfusé. Qui est un syndrome très rare qui arrive sur une particularité sur les vrais jumeaux. C'est-à-dire que c'est un embryon qui se dédouble en fait. Oui. Donc c'est des vrais jumeaux. Alors soit ils partagent la même poche et ils ont chacun leur placenta, soit ils partagent, ils ont chacun leur poche et ils partagent. Voilà. Moi, elles avaient chacune leur poche, mais elles avaient le même placenta en fait. Et donc en fait le problème de ça, c'est que du coup, il y en a une qui était en surplus et l'autre qui était en anémie, on va dire. Ouais. Donc en fait il y avait un risque. On le savait déjà, parce que par rapport aux échographies, au poids estimé des bébés, c'était pas terrible. Et j'avais rendez-vous à Necker justement pour pouvoir régler ça. C'est un peu comme une amniosynthèse, si je raconte pas de bêtises. Ouais. Et voilà, et après ils te prennent en charge, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Sauf que j'ai pas eu le temps, puisque j'ai perdu les os. Et en soi, tout se passait bien dans cette grossesse, à part ce petit problème-là. Ouais. Mais comme j'ai pas été bien suivie par ma gynéco, et qu'en plus elle n'avait pas le matériel pour... C'était un peu le bazar, hein. Dans son bureau, tu arrivais, derrière toi, il y avait une tonne de papier, tu te demandais comment elle faisait pour... tout était en désordre, quoi. Après, voilà. Quand t'as pas le temps, ou t'es pas assez qualifié, ou quoi, tu prends pas la personne. Dans ces cas-là, tu rediriges vers un confrère ou une contact. Ils font jamais ça. C'est... Après, quand t'as 23 ans, tu le sais pas. Oui, moi, c'est arrivé qu'on me dise, écoutez... vous avez un minou trop compliqué, il faut sortir d'ici. On m'a déjà dit. Alors, vraiment de façon comme ça. En mode, c'est trop compliqué pour moi, dehors, quoi. Non, mais on me l'a dit, au moins. Mais ouais. Après, oui, quand t'as 20 ans... t'es pas en confiance. Enfin, tu fais confiance parce que tu te dis, oh, c'est une gynéco, elle va bien me suivre. Elle était à côté, c'était pratique parce qu'elle était à côté de ma ville. Voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que... Oui, tu t'es dit, c'est un médecin, quoi. Elle va m'aider. Voilà. Et en fait, c'est bien parce que du coup, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ma prise en charge actuelle. Et aujourd'hui, j'arrive à dire non. Ouais, ça me convient non, pas. Ça me convient pas. Non,
cette personne, elle ne me convient pas, je ne veux pas qu'elle me touche, ou je ne veux pas qu'elle me... Non, mais ça, c'est hyper important de savoir dire non. De stopper, en fait, et de s'écouter, d'écouter son corps, justement, et de connaître son corps. C'est hyper important, parce que du coup, on peut dire stop. Parce que c'est un recul que j'avais pas il y a 10 ans. Donc, bien sûr. De toute façon, la maturité qu'on a à 30 ans aujourd'hui, avec toutes ces histoires... c'est ça. C'est une maturité forcée, on va dire. Voilà. L'insouciance de la femme qui veut... De la jeunesse aussi. Voilà. Et puis on voit tellement de femmes dehors, avec des grossesses qui se passent très bien, qui font du sport, qui sortent, qui mettent des talons, qui sont super habillées, qui vont en soirée. Enfin, je veux dire... Tu te dis que tu as envie de vivre cette grossesse-là, toi aussi, pourquoi pas, en fait. Et puis les films de Noël et compagnie, il y a toujours... on nous vend du rêve. Hein. Voilà, on nous vend du rêve. Pas du tout. Même Baby Boom nous vend du rêve, on va pas se mentir. Donc, ça, c'est pas la réalité. Oui, puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a une survalorisation. Je dis pas qu'une femme qui a eu des enfants ou une famille n'a pas de valeur, mais il y a une survalorisation de ça. En fait, des familles nombreuses, on voit les émissions qui passent à la télé. C'est, entre guillemets, il y a un effet de mode autour de ça. Et c'est dommage de ne pas mettre la lumière aussi sur les difficultés que les personnes pourraient avoir pour avoir des enfants, tu vois. C'est ça. Donc je trouve qu'il y a un gros déséquilibre et toute cette émancipation de la femme autour de la femme working girl qui bosse, qui machin, qui a ses projets. La femme forte. J'ai l'impression 2023, allez c'est bon, tous les influenceurs ont des bébés, on va faire des émissions sur les mamans qui sont mamans à domicile, enfin comment on dit, femmes au foyer. Femmes au foyer, ouais. C'est génial, mais c'est génial, mais en même temps tu te dis mais attends, il s'est passé quoi entre les deux, pourquoi? Et aussi, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les personnes qui n'y arrivent pas? Qui n'y arrivent pas et celles qui n'en veulent pas aussi. Et celles qui n'en veulent pas aussi. Et du coup, il y a une surcommunication sur ça. Moi, personnellement, ça me frustre parce que je me dis, mais attends, si donc la société en France valorise ça, moi, je suis quoi? Quand j'arrive devant ma famille... qui, comme tu pas l'as légitime, dit, quoi. T'as l'impression de ne pas être légitime. Ah bah aujourd'hui, moi je me sens absolument pas légitime. Mon couple, je ne le ressens pas légitime. Et d'ailleurs, mon mari ne va pas encore regarder les interviews parce que je suis pas encore prête à lui montrer. Mais je ne ressens pas que mon couple est légitime parce qu'on n'arrive pas à fonder notre famille. Aujourd'hui, ma famille me regarde un peu de loin. Quand je dis ma famille, certains membres, hein, bien entendu, pas forcément mes frères et sœurs, mais par exemple ma mère, qui ne valide pas mon couple. Et qui, je pense, très sincèrement, va pouvoir assimiler l'information, même si ça fait une décennie, hein, mais elle assimilera l'information quand j'aurai fondé ma famille, quand j'aurai eu un enfant avec sa personne. Ouais. Alors qu'un couple, c'est à deux. Hein. Ça commence à deux, ça commence pas à trois. Une famille, ça commence à deux. Une famille, ça commence à deux et pas à trois. Ouais. Pour moi. Bien sûr, bien sûr. C'est très... C'est pas assez nuancé, je trouve. Aujourd'hui, t'as pas d'enfant avec ton conjoint, ça fait 10 ans, t'as perdu le mode d'emploi et machin et tout, alors que toi t'enchaînes les grossesses biochimiques, les fausses couches, les rendez-vous chez le médecin. Moi j'ai organisé ma vie autour de ça. Du parcours PMA. C'est ça. Pendant de 2013 à 2020, donc pendant 8 ans, je n'étais pas en parcours PMA, j'ai tenté tout ce qui était possible, imaginable en termes de médecine traditionnelle, africaine, la médecine prophétique aussi, c'est une médecine autour de l'islam en fait, c'est le comportement médical qu'avait le prophète et ses compagnons, donc j'ai utilisé également ça, j'utilise toujours aujourd'hui, et j'ai rajouté la PMA. Et pour arriver à ce stade-là, de rentrer en parcours médical, mais moi, j'ai dû vraiment me remettre en question. Quoi. Ouais, bah oui. C'est compliqué. Je suis issue d'une famille nombreuse. On est 6 enfants, plus 3 demi-sœurs, beaucoup de cousins, de nièces, de neveux, de machin. Toi, tu te lèves un matin, tu te dis, mais attends, pourquoi moi et tout. Et puis, bah, y a certaines personnes qui te répondent, bah, fallait pas se mettre avec un blanc, fallait prendre quelqu'un de la communauté, tu es puni par Dieu. Enfin voilà, quoi, il y a une énorme culpabilisation de la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc moi, ça va être sur ça. Mais d'autres femmes, ça va être, par exemple... sur d'autres choses. Sur d'autres choses. Par exemple, je fais beaucoup de sport. Ma mère m'a dit, oui, mais en même temps, si t'as arrêté de faire tout ton sport, regarde, t'es pas assez en chair, il faudrait que tu sois un peu plus machin pour pouvoir porter la vie, tu vois. C'est... Alors que je suis pas une baguette, quoi. Donc, tu te prends des réflexions comme ça, c'est dur. C'est ouais, sûr.
C'est dur à encaisser. Et aujourd'hui, t'es psychologiquement, parce que honnêtement, pour moi, le côté psychologique, c'est le plus dur. Moi, la partie médicale, elle est dure. Je la moindris pas. Parce que les traitements, c'est lourd. Je suis là, on a coupé au montage, mais je suis ménopausée, je suis en train de m'essuyer le front parce que je transpire comme un bœuf. C'est très dur. Mais pour moi, au moins, j'ai un problème, il y a une solution. Entre guillemets. Après, Inch'Allah, ça marche. Mais Inch'Allah, je te le souhaite. Voilà. Je nous le souhaite. C'est ça. Médicalement, on te sort les traitements. Tu as une ordonnance quand tu sors de chez le médecin. Socialement parlant, psychologiquement parlant, il n'y a pas d'ordonnance. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire non mais t'inquiète, ça va aller, c'est normal, il faudrait plus que tu acceptes ceci ou cela. Non, il n'y a pas. Pour moi, c'est le plus difficile. Il n'y a pas de marche à suivre en vérité. Parce que même si tu vas voir un psychologue, bon, c'est vrai que ça peut t'aider, mais est-ce que ça va réellement t'aider dans le fond de toi? Moi, j'en ai vu. J'en ai vu. Alors, ce qui nous explique, les thérapeutes, les psychologues, de façon très juste, attention, hein, je ne remets pas en cause ça, mais c'est par exemple, oui, vous avez des traumatismes, vous avez des traumas, il faut régler certains traumas, il faut régler votre relation mère-fille, il faut avoir des réponses sur ceci ou cela, comme si ces blocages psychologiques, allez, quand ils vont partir, entre guillemets, aller me donner un enfant. Et c'est encore une fois pour moi culpabilisant, parce que ça veut dire quoi? Attends, ma voisine du dessus ou ma voisine d'en face qui a des problèmes avec, je sais pas, des daddy issues avec leur père ou avec leur mère, qui ont des problèmes psychologiques à cause de tel ou tel traumatisme, de telle ou telle maladie, eh ben, elles ont des enfants. Exactement. Ma boulangère qui fume comme un pompier, que j'adore et qui adore fumer, qui m'a dit que je n'arrêterai pas parce que j'adore ça, ça me détend. Elle a 4 enfants. Voilà. Elle s'est séparée 2 fois de son compagnon, c'est je t'aime moi non plus, psychologiquement c'est compliqué, mais elle a 4 enfants. Donc je comprends pas en quoi les traumas ça bloque ça bloque une grossesse. Après bien entendu ça aide psychologiquement quand t'es prête, que t'as réglé tes soucis, etc. Oui, tu te sens encore oui, mais c'est pas la cause. Une autre c'est pas la vraie cause. Ouais. C'est pas la cause. Non. Voilà. Donc il n'y a pas de solution. Non. En fait, il te donne pas de solution. Non. Bon après je sais pas si c'est son rôle, mais en tout cas aujourd'hui c'est important d'être suivi psychologiquement quand même. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas devenir maman, quoi. C'est ça. Ah là là. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage et je te souhaite vraiment d'y arriver. Je nous le souhaite à toutes les 3, puisqu'on est 3 là aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on est 3. Je nous le souhaite. Et est-ce que tu aurais une dernière chose à dire par rapport à ce parcours, par rapport justement au couple? Comment tu arrives à maintenir ce couple, à continuer à vivre? Toujours faire des activités ensemble, ne pas hésiter à se parler de ce qui va pas, de ce qui va. Essayer de vraiment vivre ce parcours tous les deux, de vraiment l'inclure. Parce que souvent, les hommes, ils pensent que eux, ils n'ont pas de problème, donc ils viennent pour toi et donc ils te soutiennent, mais à la fin, ils ne comprennent pas vraiment les piqûres, le stress, les hormones. Ouais, ils sont très spectateurs, en fait. Tout ce qu'il y a derrière, en fait. Tout ce que tu donnes comme énergie et tout ce que tu donnes comme argent pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que, par exemple, mon mari, il ne comprenait pas pourquoi payer des compléments à 30 €. T'es gentil. Alors que une boîte, hein. Oui. La boîte à 30 €, alors qu'il y avait une boîte qui était remboursée par la sécurité sociale que je ne payais 0 €. Donc il n'a pas, voilà. Donc il a pas trop compris. Et en fait, ça aussi, il faut essayer de lui en parler. Tout ce qui va être plus poussé, nous on va le rechercher parce qu'en fait, on se dit, c'est mon corps qui va pas et donc qu'est-ce qui va pas dans ce corps-là? Il faut essayer de résoudre ce problème-là. Totalement. Sans pour autant passer par un médecin, mais essayer de faire ses propres recherches et après poser ces questions-là à son médecin. Ah non, mais nous on est des herboristes. Voilà. Quand on arrive en consultation, c'est ça. Bon bah voilà, j'ai pris ça, j'ai pris du fenouil, la feuille de framboisier, et du camaré, et les 4 côtés, et de l'ortie. Et le gars était quoi? C'est quoi du camaré? C'est quoi ça? C'est ça. Vraiment essayer de se faire suivre aussi, soit par un psychologue, soit par un thérapeute. Ça peut pas forcément être un psychologue, parce que je sais que moi, le mot psychologue, mon mari, pourquoi on va voir un psychologue? Moi aussi, hein. Je suis la première, hein. Moi aussi, je me suis dit, surtout quand on s'assoit, on commence à parler de nos histoires. Oui, d'accord. Et donc là, on se dit, mais en fait, j'ai tout dit. Donc, tu veux quoi? Quoi d'autre? Alors, tu veux quoi? Non, mais...
Ce que je veux dire, c'est qu'il C'est faut un manque vraiment d'humain, être, en fait. voilà, vraiment être bien accompagné et pour cela, bien s'informer et Oui. être vraiment actrice de son parcours. Savoir, Ouais. voilà, moi je sais que pour mes jumelles, parce que c'était des filles, pour mes Ouais. jumelles, je me suis arrêtée à là et j'ai fait un blocage. Donc j'ai fait mon blocage. Par la suite, j'ai fait une grosse. Je voulais absolument retomber enceinte tout de suite parce que tu pour voulais moi, enchaîner. je voulais enchaîner. Je me suis Ouais. dit, ça y est, c'était un peu le bébé pansement en fait. Ouais. Et hop, grossesse extra-utérine. De là, on te dit, faut faire ci, faut faire ça. Tu vas le faire parce que voilà, on te dit de le faire. Et au final, on te dit, oui, il faut juste déboucher les trompes. Une fois que les trompes ils sont débouchées, c'est bon. Oui, t'as l'impression que c'est une tuyauterie le truc. Ça fait 10 ans que j'y suis, en fait, ça fait 10 ans. Ça marche pas comme ça. Et j'ai fait, l'hystérosalpingraphie, j'ai fait l'opération de débouchage des trompes, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et ben non, mes trompes, elles sont bouchées. Et au-delà de ça, il y a encore d'autres choses, en fait. Il faut vraiment pas hésiter à demander ces dossiers médicaux. Quand, par exemple, pour ma part, moi, j'ai pas hésité à demander. Et donc, j'ai découvert que j'avais une béance du col. Donc ça n'a rien à voir avec... Comment ça t'as découvert? On t'a pas donné l'information? Non, on me l'a pas dit quand j'ai fait ma grossesse, ma fausse couche tardive. Oui. Pour moi, c'était parce qu'elles avaient un syndrome et que c'était ça. Mais en fait, quand j'ai cherché plus loin et que j'ai demandé mon dossier, c'est là que j'ai vu que j'avais une béance du col. Or, c'est quoi une béance du col? Une béance du col, c'est le fait que tu peux pas... Tu as du mal à supporter en fait le poids de ton bébé. Et donc du coup, le col se raccourcit beaucoup trop vite. Oui, oui, oui. Et donc, ce qui peut provoquer une rupture de la poche des os. Okay. Donc, assez rapidement. Ouais. Donc, voilà, en fait, ça cause beaucoup de grossesses tardives ou précoces. Mais le truc, c'est que c'est une information qui est très importante. C'est-à-dire que là, du coup, si je vais dans quelque part d'autre et qu'il n'a pas mon dossier médical et qu'il ne sait pas tout ça... Il ne pourra pas bien t'accompagner. Exactement. Et donc, du coup, dans les cas comme les miens, la généralité, c'est de faire un cerclage préventif pour pouvoir justement maintenir ce col. D'ailleurs, il y a la présidente de l'association PMA qui avait également une grossesse gémellaire l'année dernière, oui, voilà. qui a souffert de ça. C'est ça. J'ai vécu exactement la même chose qu'elle. Hein. D'accord. C'était exactement la même chose. On était à quelques mois près, enfin quelques semaines près au même stade, etc. Sauf qu'elle n'avait pas ce problème de syndrome du transfuseur-transfuseuse. Parce qu'elle, c'était deux... Oui, c'était deux poches différentes distinctes. Parce que c'était deux embryons différents. Donc voilà. Mais effectivement, ça a été mal suivi. Donc en fait, faut vraiment, c'est pour ça que je le dis et je le répète, il faut vraiment devenir actrice de son parcours et pas spectatrice. Ne pas oser dire non, je ne veux pas tel examen, non, je ne veux pas ça, je veux ça et je veux ci et je veux ça. Et vraiment bien se renseigner parce qu'il y a des choses qui passent à la pelle en fait, qui passent à la... les nuits blanches qu'on passe sur Google... jusqu'à 3-4 heures du matin. Au-delà de ça, en Espagne, quand même, ils sont quand même pionniers dans tout ce qui est PMA. C'est vrai. Et il y a des examens qui font que moi, on ne m'a pas fait, alors que je suis quand même à ma deuxième FIV. Donc, une première FIV avec 5 transferts, échecs, sans aucun test. Voilà, 5 avec zéro test de grossesse positif. À un moment donné, comment ça se fait que j'ai pas eu des analyses génétiques? Dans le public, ils n'ont pas les moyens en fait, de faire ce qu'ils font dans le privé. Donc dans le privé, tu payes et tu as ce que tu veux, hein, clairement. Mais il faut payer. Après, moi, je suis d'avis, j'en parlais d'ailleurs dans ma story sur mon compte Instagram Noir en Five, je suis d'avis que quand il y a un parcours comme ça qui est compliqué, qui est long, avec des transferts, avec des échecs, pourquoi, à un moment donné, on ne dit pas aux gens, ça va vous coûter tant, va falloir sortir 5 000 €, je sais pas, tu vois, va falloir vraiment... payer pour avoir plus d'examens. Il faut nous dire en fait. C'est ça. C'est-à-dire on a envie d'avoir des enfants. Moi demain tu me dis, tu dois sortir 500 € pour faire des analyses génétiques, pour tester le sperme de monsieur, pour voir si la qualité ovocytaire elle est bonne ou pas, pour voir si la qualité embryonnaire elle est bonne ou pas, de quelle classification ils sont. Mais let's go, on y va parce que mon objectif c'est ça. C'est ça, c'est de l'atteindre. On va le mener à bien. Moi aujourd'hui je travaille pour me payer un bébé. Je travaille pour pouvoir me payer mes compléments alimentaires, pour pouvoir me payer ma médecine traditionnelle, pour pouvoir me payer la nourriture. Il faut manger bio, faut manger sans gluten. Il faut éviter les perturbateurs endocriniens. Tout à fait. Donc, en fait, tu fais attention aussi à ce je que travaille pour ça, j'organise ma vie autour de ça. Même quand je pars en vacances, je fais tout en fonction de ça. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai besoin en fait d'examens supplémentaires qui sont coûteux, mais en fait juste dis-le moi, en fait informe-moi de mes droits.
informe-moi de ce qui est possible et laisse-moi décider si je veux y accéder ou pas. C'est ça. Le problème qui est, c'est qu'on n'a pas l'information. Dans le public aussi, c'est un peu la roulette russe. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des femmes qui sont suivies également dans le même centre que moi et on a pratiquement tout le même protocole alors qu'on n'a pas le même profil. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une amie aussi, qui est IOP, elle a le même protocole que moi pratiquement à quelques grammes près, on va dire. Alors que... Et moi, je suis SOPK. Ça n'a rien à voir. Donc, pourquoi pas... Pourquoi c'est la roulette russe? Pourquoi on a l'impression qu'on fait un peu des recherches sur nous et qu'on dit « Oh, bah ça marche pas, ça marche pas. » Après, je ne dis pas qu'on n'essaie pas de nous aider parce qu'on tombe sur des sages-femmes et des médecins, parfois dans notre parcours, qui sont bienveillants. Et très compétents. Et compétents, franchement. Donc, on se dit, bah voilà, il y a de l'espoir. Après, la PMA, c'est une particularité aussi. Hein. C'est beaucoup méconnu et c'est une particularité. Donc, il y a des sages-femmes qui vont être calées sur la PMA parce qu'elles ont fait des études pour et d'autres pas du tout. Et ça va être compliqué d'avoir un suivi avec ces femmes-là. Et surtout, on ne nous dit pas que la partie médicale, là, les rendez-vous à l'hôpital, c'est pas suffisant. Pourquoi personne nous dit qu'il faudrait qu'on prenne des compléments alimentaires de telle ou telle qualité Mais parce que, justement, il faut qu'ils fassent leur ordonnance avec leurs médicaments, leur gamétique, c'est un sachet qui est dégueulasse. À eux, voilà. C'est ça. C'est comme l'acide folique. Ah non, mais moi c'est limite du poison, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué parce que moi, je suis partagée entre la reconnaissance de me dire, purée, je suis pris en charge, heureusement et tout, je peux tenter ma chance, tu vois. Et combien d'années? Ouais, voilà. Et le truc de me dire, mais attends, est-ce qu'on ne sabote pas? Est-ce que vraiment ils ont vu l'adénomiose là? Est-ce qu'ils vont vraiment me donner quelque chose pour limiter les adhérences pour que je puisse avoir une nidation? Est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils vont me donner le même traitement que les autres? Et c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Parce que comme je te disais, 5 ans, c'est long. Mais 5 ans, une FIV avec 5 embryons et... Non, c'est incroyable. Toujours rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, chercher. Et donc, j'ai été faire des analyses génétiques par moi-même. En fait, c'est-à-dire que je me suis renseignée. Je suis allée dans le privé par la suite. Parce que je suis dans le public, je suis été dans le privé. Pour aller faire ça. À 130 € la consultation, t'as mal. Ah oui, non, mais oui. Sachant qu'après ça, tu fais quand même les examens, 400 €, t'as mal. Ouais. Parce que tu dis, il y a ton mari, il y a toi. Et t'as encore des embryons qui t'attendent. Et tu te dis... clairement, t'es clair avec toi, si jamais les résultats sont mauvais, tes embryons, c'est limite à la poubelle. C'est horrible. Donc, qu'est-ce que tu veux? T'es partagé entre, du coup, je continue, même si j'ai les résultats, est-ce que je continue quand même? Parce qu'on ne sait jamais, parce que la science, je veux dire, nous, on croit en Dieu, donc on est quand même des croyantes, et on se dit, quand même, il y a Dieu aussi, donc ça se trouve, ça va fonctionner. Parce qu'on peut très bien avoir une lignée d'embryons hyper top, super, top qualité, et ne pas avoir d'accroche. Donc après, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Et c'est là que la foi, elle rentre en jeu au final. Donc en tout cas, tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, il faut être bien entouré. Moi, j'ai eu la chance de bien être entourée dès le départ. Alors pas par ma famille, parce que j'en ai absolument pas parlé, et que la seule fois où j'en ai parlé à ma mère, c'était cette année, et l'année dernière d'ailleurs, fin d'année. Donc ça faisait déjà 4 ans. Et qu'elle m'a dit, les seules fois où je suis tombée enceinte, c'est quand je suis partie en vacances. Et là, je lui ai expliqué, en fait, tu comprends qu'il y a un diagnostic, tu comprends que ça fait 10 ans que je suis en infertilité, tu comprends qu'on n'y arrive pas, est-ce que tu comprends que je suis en PMA, est-ce que tu sais ce que c'est? Et j'ai dû lui expliquer, mais ça l'a pas empêché de me le dire et de me le répéter. Donc, bon, c'est un sujet dont j'ai pas envie d'en parler et j'ai pas envie qu'elle en parle à tout le monde, parce que j'ai pas envie que tout le monde ait pitié de moi. Oh, la pauvre, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, blablabla. Oui, non, puis après, tu rentres aussi dans un c'est très truc intime, où on va te dire non mais tu devrais prier plus, mais est-ce que tu as essayé de jeûner? Tu as essayé de jeûner? Et puis est-ce que tu as essayé de faire ceci, de faire cela? Tu devrais prendre telle chose ou telle chose. C'est parce que tu pries pas assez, c'est parce que tu portes pas le voile, c'est parce que... t'es pas assez pieuse, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Enfin non, ça n'a rien à voir. Non, je travaille dans une maternité et il y a des parents qui étaient là il y a quelques temps. Les deux étaient drogués à la cocaïne. Les deux, ils ont eu un enfant. C'est leur deuxième. Donc, faut arrêter à un moment donné de tout rejeter sur la foi aussi. Alors oui, ça compte, mais ça fait pas tout. Ça compte intimement. Voilà. Dans le sens où ça nous fait tenir.
à nous faire avancer, à essayer de faire un maximum de causes. Parce que c'est ta conviction à Voilà, toi. exactement. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il y a plein de femmes qui sont gays, qui ont des enfants, qui sont célibataires, qui ont des enfants, et pourtant, elles sont pas forcément musulmanes, donc, Oui. Ou croyantes, Ou des femmes qui ont des pathologies. Peu importe, Ouais. hindou, peu Ouais. importe, voilà. Donc bien être entourée, moi en tout cas, grâce à Dieu, j'ai été bien entourée, j'ai été accompagnée correctement. À voir pour la suite maintenant. Ouais. On te le souhaite. On te le souhaite. Bah, merci beaucoup Bah, je t'en prie. de t'être un peu livrée. Je sais que c'est pas forcément évident de parler de tout ça. On essaie d'en parler sans... On tente. C'est pas Ouais, de évident. prendre la parole. C'est important parce que ça prouve au moins qu'on existe, que ces choses-là existent. Et qu'on n'est pas seul, en fait, surtout. Qu'on n'est pas seul. Et ouais, que cette histoire existe parce qu'on est tellement dans l'intimité de garder pour nous, de prier pour nous, voilà, d'être avec son conjoint, d'y aller et tout ça, que c'est comme si, en fait, vu qu'on n'en parle pas trop aux proches, on essaie de les préserver, de nous préserver aussi, Nous, parce surtout, que- ouais. Moi, c'est surtout parce moi. que pour éviter les commentaires, donc du coup, on vit tout ça un peu dans un silence. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur ton compte Instagram que tu as, qui est aussi anonyme, totalement anonyme, que tu as créé justement pour pouvoir échanger avec des femmes qui sont dans ce parcours-là, pour pouvoir t'exprimer aussi, sans te montrer, mais montrer que tu existes, et que Ouais. tu vis des choses. Donc je trouve que c'est une belle démarche parce que ça aide. Ça aide à justement à légitimer ta démarche et puis de te dire je suis pas toute seule, je suis en train de le faire, je donne des informations sur mon parcours, ça peut aider des femmes. Il y a des femmes qui peuvent me lire et peuvent me dire mais attends, mais tu connais ce type de produit? Est-ce que tu connais ce traitement? Tu devrais essayer de voir si tu peux ajouter du ménopure dans ton traitement, ou est-ce que c'est possible de voir si tu peux avoir une petite ménopause artificielle pas trop longue. Toi, t'es là, mais attends, mais pourquoi on m'a pas parlé de Quel ménopause examen t'as artificielle? pas fait? Moi, Et j'ai pourquoi? fait ça et ça. Exactement. Et, ça, et, ouais, Et au se moins, ça te donne renseigner. un peu une manière de se renseigner parce que oui, la partie médicale dans les hôpitaux n'est pas suffisante, quoi. C'est ça. Ouais.